Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer le programme du numérique en santé. On en a tous entendu parler beaucoup ces derniers mois et notamment ces dernières semaines avec le lancement de mon espace santé pour les citoyens. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous avoir posé beaucoup de questions et nous allons essayer d'y répondre avec Caroline ici présente sur les 45 minutes qui viennent et de voir quelle est en pratique l'impact dans votre quotidien de médecin de ville. On sera accompagné de Dominique Pont en duplex depuis Toulouse et Jean-Michel Lemaître ici présent. Merci à tous les deux. Mais avant de démarrer, je voudrais laisser la parole à Jean-Baptiste Gamblin afin qu'il revienne en quelques mots sur l'actualité de Cegedim Santé, très riche ces derniers mois. À tout de suite. Merci Dany. Bonjour à toutes et à tous. En effet, je pense que c'était important de prendre un petit peu de hauteur avant de rentrer dans le concret du Ségur pour répondre à toutes vos questions. Ce qu'on remarque, je pense un peu comme tout le monde, c'est qu'on vit depuis quelques mois, quelques années maintenant, un alignement des planètes assez inédit qui nous permet de transformer assez concrètement ou de participer à la transformation de notre système de santé. Qui à la fois en a besoin, on l'a vu ces derniers mois et ces dernières années, c'est pas nouveau, mais qui est aussi l'un des plus vertueux au monde, et je pense que c'est bien de se le rappeler. Et chez Cegedim Santé, nous, on pense que la technologie, mêlée à du service et donc de l'humain, peut contribuer à rendre notre système de santé beaucoup plus performant, et nous, on pense qu'on peut contribuer à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'améliorer votre quotidien en tant que professionnel de santé, et de vous aider par nos solutions, qu'ils soient logiciels ou matériels, à trouver un bon équilibre vie pro, vie perso, en diminuant par exemple toutes les tâches administratives. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est de faciliter l'accès aux soins des patients au travers du parcours que vous, professionnels de santé, pouvez leur proposer, grâce notamment au portail Maya, par la prise de rendez-vous en ligne ou la téléconsultation notamment. Et puis le troisième niveau, c'est vous assister dans votre pratique médicale, on va y revenir, pour vous permettre de prodiguer le meilleur soin possible, notamment par des outils très concrets, comme le logiciel d'aide au diagnostic ou le logiciel d'aide à prescription, pour n'en citer que 2. Et depuis bientôt 1 an et demi, on a initié chez Cegedim une transformation majeure et structurante, en regroupant à la fois les collaborateurs, les produits-services, œuvrant pour vous, professionnels de santé, et vos patients, sous une même équipe qui s'appelle Cegedim Santé. Et pour incarner notre mission de vous aider à vous concentrer sur le soin et à améliorer l'accès et le parcours de soins des patients, on s'est fixé l'ambition d'offrir à nos utilisateurs une expérience en santé unique. Et alors, on compte aujourd'hui environ 100 000 professionnels de santé en France qui utilisent nos solutions, ce qui nous demande, vous vous en doutez, au quotidien, beaucoup de travail et beaucoup d'investissement, notamment pour continuer l'amélioration de nos services. Mais on est bien conscient aussi qu'il nous reste beaucoup à faire. Et c'est vrai que cette année 2022 marque une étape majeure pour Cegedim Santé, avec 2 grands défis pour les équipes à relever. Le premier, c'est d'atteindre l'ambition du programme Ségur dans nos solutions, en minimisant l'impact quotidien dans votre pratique et en maximiser les bénéfices d'usage. Vous allez voir, on va y revenir dans ces prochaines minutes sur 3 axes: la sécurité, le gain de temps et un meilleur suivi médical. Et puis le deuxième défi pour les équipes de Cegedim Santé à relever, c'est de continuer aussi à investir dans l'innovation, produits et services. Et à ce titre-là, je voulais vous donner un exemple concret. C'est le dernier module en date de la suite Maya qui s'appelle Maya Connect, qui est la messagerie instantanée ouverte à tous les professionnels de santé et gratuite, et qui a déjà enregistré depuis son lancement environ 1,2 million de messages échangés entre professionnels de santé. Donc voilà un petit peu pour vous donner un aperçu des grands axes et de ce qui s'est passé et de ce qui est Cegedim Santé. Maintenant, je vais repasser la parole à Dany pour rentrer dans le détail du Ségur de la santé. Alors oui, effectivement, entrons dans le vif du sujet. Nous allons démarrer par un moment d'échange avec nos invités afin de tracer les grandes lignes et les ambitions du Ségur et qui permettra déjà de répondre aux interrogations légitimes de la plupart d'entre vous. On a vu dans l'inscription que beaucoup d'entre vous, finalement, sont peu informés sur ce programme. Et nous répondrons ensuite aux questions que vous pouvez poser directement via votre ordinateur. Et nous essaierons d'y répondre dans un deuxième temps. Si on ne peut pas y répondre, on y répondra bien entendu plus tard via nos communications.
Je vais d'abord demander à nos invités de se présenter. Dominique, bonjour. Bonjour Dany. Je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Dominique Pont, je suis directeur général d'une clinique à Toulouse qui s'appelle la Clinique Pasteur. Et depuis 3 ans, je fais une sorte de service civique pour le ministère de la Santé puisque je pilote en parallèle tout le numérique en santé, voilà, avec Laura Letourneau. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Je suis le docteur Jean-Michel Lemaître, je suis médecin généraliste à Amboise, installé depuis 1991. Je suis élu URPS et très impliqué dans les santé depuis de longues années. Voilà ce qui explique un petit peu ma présence aujourd'hui. Et utilisateur des solutions CGDIM depuis, je dirais, 2005. Merci à tous les deux de nous accompagner pour informer les professionnels de santé sur ce programme. Dominique, pouvez-vous nous dire ce qui a conduit finalement à la mise en œuvre de ce programme du Ségur numérique? Sur quel constat est-il basé et finalement quelles sont ses ambitions en quelques mots? En 2018, j'avais été appelé d'abord pour faire un rapport sur l'état des lieux du numérique en santé en France, avec le prisme de quelqu'un qui est du terrain. En fait, je suis pas quelqu'un du sérail au ministère, je suis quelqu'un de terrain qui a les mains dans le cambouis du numérique en santé depuis une vingtaine d'années. Et le constat de départ, Dany, c'est que le manque de volontarisme de l'État, son manque de pragmatisme aussi autour de ces sujets du numérique en santé font que globalement, les logiciels de santé chez les médecins, les hôpitaux, les biologistes, les radiologues, les EHPAD, dans tous les secteurs de la santé se sont développés, ont fleuri partout, avec des centaines de milliers d'instances de logiciels partout, sans cadrage précis par l'État, des règles de sécurité pour qu'elles soient communes et surtout ce qu'on appelle les règles d'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité des logiciels à se communiquer des données de santé dans les parcours de soins pour les professionnels de façon sécurisée. Et le manque de cadrage a fait qu'on a construit quelque chose d'un peu anarchique. Et donc le point de départ, c'est ça, c'est de dire ça, c'est plus possible. Ça, c'était le premier constat d'échec et collectif. Et le deuxième constat d'échec, c'est qu'on n'a toujours pas été capable de restituer aux citoyens français, à monsieur et madame tout le monde, leurs données de santé. En tant que citoyens, usagers, patients, nos données de santé sont dispersées, éclatées aux 4 vents. Un petit bout chez notre médecin généraliste, un petit bout chez notre pharmacien, un petit bout chez notre biologiste, notre gynéco, notre ophtalmo, etc. Donc l'idée générale de la feuille de route du numérique en santé qu'on porte depuis début 2019, c'est l'État reprend la main sur des fondamentaux. C'est l'État qui fait, on va dire, les socles du numérique en santé, l'identité nationale de santé, mon espace santé, la messagerie, etc. L'État s'occupe pas d'innovation et dit aux industriels, aux éditeurs, connectez-vous sur ces plateformes et respectez un cahier des charges que l'État impose à tout le monde pour que les logiciels puissent respecter les mêmes normes de sécurité et puissent communiquer de façon fluide les données entre eux pour pas que ça soit lourd pour le professionnel de santé qui est derrière le logiciel. Et donc le programme Ségur numérique, c'est tout le programme de soutien à cette vision-là où en gros, pour faire très très court, on fait modifier tous les logiciels de santé en France de tous les métiers, voilà, médecins, biologistes, radiologues, pharmaciens, hôpitaux, EHPAD, etc., pour que tous ces logiciels respectent un même cahier des charges et s'appuient sur les mêmes infrastructures numériques de l'État, mon espace santé, l'identité nationale de santé, etc. Et donc, c'est ce programme qui est une grosse nouveauté, puisque c'est inédit en France, qui est à la fois autant de moyens et une forme de volontarisme de reprise en main de l'État. Constat partagé? Oui, je partage tout à fait ce constat. Il est clair qu'actuellement, les professionnels de santé, divers et variés, ont un logiciel qu'ils utilisent au quotidien, mais j'allais dire pour leur usage personnel. Et ça fonctionne bien. Seulement, il faut échanger de l'information et partager de l'information. Je vais prendre 2 exemples simples. Les échanges, c'est justement recevoir de façon très simple et fluide des comptes rendus de radiologie, des comptes rendus de biologie, de façon structurée, que les données s'intègrent bien dans notre logiciel métier. Ça, c'est quelque chose d'important pour ce qui est des échanges. Le partage, c'est par exemple pour mon espace santé, si des données sont sur le dossier de l'usager, quand il se présente dans un service d'urgence, qu'on ait accès à ces données, bien sûr de façon sécurisée, pour sécuriser son parcours de soins.
il faut être très très vigilant. Quand je me suis installé en 91, vers 17h tous les jours, il y avait un coursier qui partait du laboratoire de biologie et qui apportait la liste, enfin la pile de papier de la biologie qui avait été faite du jour. Et puis c'était la même chose pour la radiologie. Le patient, il sortait du cabinet de radiologie avec sa radio et son compte rendu. Et en fait, on en avait connaissance en live. Le numérique ne veut pas dire le décloisonnement. Et tout l'enjeu du Ségur du numérique, c'est vraiment ça. C'est de fluidifier ces échanges. Pour ce qui est du partage, j'ai été urgentiste. Ça n'existait pas ce métier à l'époque, mais je travaillais dans les services d'urgence et dans les SMUR. En fait, on n'avait aucune information quand on voyait le patient et très souvent, on était amené à déranger le médecin la nuit, le jour, pour avoir de l'information. Donc le Ségur doit répondre à ces impératifs. Dominique, on parle beaucoup de financement pour ce programme, d'un financement qui est important, historique. Pouvez-vous nous en rappeler rapidement le montant et pour qui et pourquoi, et est-ce que ça va avoir un coût pour les médecins qui nous écoutent? Alors, le programme Ségur numérique est donc un programme de financement pour mettre en œuvre toute cette, tout le partage, la généralisation du partage des données de santé de façon sécurisée en France. C'est 2 milliards, c'est un programme de 2 milliards. Dans ces 2 milliards, il y a une première enveloppe de 600 millions d'euros qui revient au secteur médico-social, avec une évolution de tous les logiciels dans les EHPAD, voilà, dans tout le secteur médico-social, et ensuite 1,4 milliard dans le champ sanitaire. Et dans ces 1,4 milliard, il y a une première enveloppe qui est consacrée à la mise à niveau de tous les logiciels de tous les professionnels de santé, avec un cahier des charges qui a été travaillé entre les pouvoirs publics et plus de 200 professionnels de santé, en grande majorité des médecins, pourraient écrire un cahier des charges qu'on veut faire appliquer à la totalité des éditeurs de logiciels. Donc on a commencé l'été dernier à publier les cahiers des charges pour la médecine de ville, pour la radiologie, pour la biologie, pour l'hôpital. Voilà, il y a quelques mois, on a sorti le cahier des charges pour la pharmacie et on va continuer voilà, avec les autres professions, kinés, dentistes, infirmières libérales. Et donc, en gros, ça, c'est une partie de l'enveloppe des 1,4 milliard dans le champ sanitaire qui est dédiée à la mise à niveau des logiciels des industriels. Donc, dès lors qu'un éditeur a mis à niveau et aux normes son logiciel selon le cahier des charges, c'est l'État, via l'Agence du numérique en santé, qui valide que le logiciel a bien été mis conforme aux normes, et c'est l'État qui finance la mise à niveau et la mise aux normes du logiciel pour que ça soit sans reste à charge pour le médecin, pour l'hôpital ou pour le biologiste ou le radiologue. Donc ça, c'est une première partie des 1,4 milliard de l'enveloppe dédiée mise à niveau des logiciels. Et il y a deux autres parties, une partie de financement à l'usage à destination des hôpitaux, pour que dès lors que leur logiciel est à jour, il faut que les hôpitaux se mettent en ordre de marche pour être capables d'envoyer systématiquement au médecin adresseur les comptes rendus d'hospice, l'ordonnance de sortie, par exemple, et être capable de recevoir aussi des données d'entrée, par exemple, du médecin adresseur. Et ensuite, côté professionnels de santé libéraux, dans le cadre des négociations conventionnelles, il y a eu un volet de financement pris sur l'enveloppe Ségur pour aussi accompagner les professionnels de santé au fait qu'ils jouent le jeu du partage sécurisé des données de santé clés du parcours de soins, les ordonnances, les courriers, etc. Voilà en gros comment se découpe l'enveloppe. Merci Dominique. Alors vous avez évoqué la co-construction, les task force auxquelles Jean-Michel Lemaître a participé. Bien entendu, chez CGDIM Santé aussi, nous avons participé activement à la task force médecine de ville. Quelles étaient les principales exigences, Jean-Michel, côté médecin dans ces task force? Alors pour la médecine ambulatoire, les exigences sont fortes. Il faut bien avoir dans l'esprit que pendant une consultation de médecine générale, le professionnel est totalement concentré sur son colloque singulier avec le patient. Mais dans un même temps, il doit pouvoir consulter son logiciel métier pour récupérer de l'information et en même temps encore saisir des données justement pour les tracer et puis constituer son dossier médical. Il ne peut pas passer son temps, le médecin, à naviguer d'une plateforme à une autre, aller sur la plateforme de biologie, récupérer des données, ou la plateforme de radiologie, etc., etc. Il faut absolument que le logiciel métier soit un point de convergence
de tous les courriers, les comptes rendus, et qu'on puisse intégrer très très facilement dans nos logiciels métiers les données qui nous arrivent. L'intégration des outils qu'on appelle socles du Ségur, à savoir le DMP ou Mon Espace Santé ou la MSS, est tout à fait impérative. Et pour ce qui est de la MSS, l'INS qui permettra d'intégrer le document en un clic dans le bon dossier, c'est quelque chose qui est tout à fait principal. On peut parler, alors je m'adresse un peu aux éditeurs, un interfaçage éventuel avec les outils régionaux, e-parcours, qui permettront aussi de faciliter la vie des professionnels. En d'autres termes, et je vais conclure cette petite partie-là, aujourd'hui, la e-santé par les confrères est souvent considérée comme quelque chose de complexe, de chronophage, de mal organisé. Et tout l'enjeu du Ségur, c'est de rendre la e-santé très efficace, très simple et surtout aidante. On a besoin d'être aidé dans notre pratique au quotidien. Alors, Jean-Michel, certaines briques technologiques, vous utilisez un logiciel CGDIM, mais c'est le cas aussi sans doute pour d'autres éditeurs, certaines briques technologiques existent déjà dans nos logiciels. Je pense au DMP ou à la MSS. Qu'est-ce qui va vraiment changer? Alors là, j'ai des espoirs. La e-santé doit essentiellement supprimer les points de rupture dans le parcours de soins des patients, notamment des patients âgés, polypathologiques, fragiles, handicapés. Enfin, on en a de plus en plus et c'est connu, c'est pas nouveau. Il est un fait que les ruptures interviennent très souvent en entrée d'hospitalisation ou en sortie d'hospitalisation. On nous dit parfois qu'il faut éviter les réhospitalisations à une semaine. Il faut bien savoir que très souvent, les réhospitalisations à une semaine, le médecin traitant, il n'a ni reçu le compte-rendu, ni revu son patient. Hein. Donc en gros, j'apprends que mon patient a été hospitalisé, mais en fait, je savais à peine qu'il a été sorti, etc. Donc là, il y a des progrès très faciles à faire, hein, avec la fiche de liaison et toutes ces choses-là. Certes, le DMP, la messagerie sécurisée de santé, existe depuis plusieurs années, mais en pratique, dans les services d'urgence, a-t-on accès aujourd'hui à l'historique des remboursements des 10 millions de DMP qui ont été créés, qui existent? Ça fait quand même un Français sur 6 qui a un DMP existant aujourd'hui avec l'historique des remboursements, ce qui permet de savoir en gros ce qu'il a. Est-ce que en médecine de ville, on utilise régulièrement la messagerie sécurisée de santé pour déposer un dossier d'hospitalisation programmée? Ça, c'est un cas d'usage qui pourrait être très très simple. Je constitue un dossier et plutôt que de téléphoner où je vais avoir l'interlocuteur au bout de 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas facile. Je constitue un dossier, je le dépose sur la boîte organisationnelle du service et le patient est recontacté pour son hospitalisation programmée. Je vais être rapide. La réponse aujourd'hui, elle est non. Plus pour des raisons organisationnelles que techniques. Tout l'enjeu du Ségur, c'est de synchroniser tous les acteurs qui interviennent autour du parcours de soins des patients. Merci Jean-Michel, merci Dominique. Je reviens vers vous dans quelques instants. Caroline, venons-en au logiciel pour le coup. Quelles sont les fonctionnalités majeures finalement qui vont être mises en œuvre dans les logiciels métiers? Alors, ce qu'il faut voir avec Ma Santé 2022, et c'est ce que précisait Dominique Pont il y a quelques instants, c'est aussi la capacité de s'adapter aux nouveaux usages, aux nouvelles technologies. Donc, on a tous aujourd'hui avec nous notre smartphone, on cherche à avoir l'information quel que soit le lieu où on se trouve. Et quand on pense à ça, on pense dans les fonctionnalités finalement qui vont être intégrées dans nos solutions au travers de Ma Santé 2022 à l'application carte vitale. On a tous dans nos portefeuilles la petite carte verte qui nous permet, quand on va chez le médecin, de lui remettre et qu'il puisse lire l'information de qui on est. Eh bien ça, l'objectif, c'est de pouvoir, au travers de son smartphone, accéder à cette information et permettre aux professionnels de santé de lire simplement cette information depuis mon smartphone. C'est pour moi, en tant que patient, la possibilité de transmettre ces informations à mes ayants droit. Donc il n'y a plus ce problème de j'ai pas ma carte vitale avec moi, c'est compliqué dans la prise en charge, etc. Et si on va plus loin dans ces nouveaux usages et dans l'adaptation de nos solutions aux nouveaux usages et à la mobilité, c'est l'intégration de la ICPS, de la dématérialisation de la carte de professionnel de santé, qui permettra aux professionnels de santé
de s'authentifier, de se connecter à leur solution sans avoir la carte matérielle pour accéder à cet univers-là. Alors, au-delà de ces nouveaux usages, Jean-Michel, Dominique l'ont dit, le Ségur, c'est aussi et surtout, je dirais, une information fluide entre les différents acteurs, fluide, sécurisée. On a parlé des services de messagerie, du DMP, de mon espace santé. Mais pratiquement, concrètement, quel est l'impact au quotidien pour les médecins? Quel bénéfice il va pouvoir en tirer? Ouais. Donc, encore une fois, là, ce qu'on cherche à faire, c'est à simplifier la communication entre professionnels de santé pour assurer une meilleure prise en charge des patients. C'est dans le partage de l'information. Donc, quelle information? Eh bien, il y a 4 documents auxquels on pense quand on parle de cela. C'est compte-rendu de laboratoire, biologie, vous en avez parlé, compte-rendu de radiologie, compte-rendu d'hospitalisation et lettres de liaison. Quand on parle de, finalement, simplifier ces échanges-là, l'objectif, c'est d'avoir une norme. Dominique Pont en a parlé tout à l'heure, l'interopérabilité, comment les logiciels se parlent entre eux. Eh bien, Ma Santé 2022, ça va être l'intégration de cette norme au sein de ces documents et de ces échanges-là pour permettre une meilleure circulation de l'information médicale et donc une meilleure prise en charge de ces patients. Donc, si on prend un exemple, moi, en tant que professionnel de santé, je vais recevoir un email dans ma messagerie sécurisée pour un patient avec un document en pièce jointe. Et grâce à cette norme, à cette standardisation, je vais pouvoir intégrer simplement ce document dans le bon dossier patient grâce à une identitovigilance, à l'identifiant national de santé dont parlait Dominique Pont tout à l'heure, et également de pouvoir reconnaître quel est le type de document et de l'intégrer au bon endroit. C'est finalement tout ça permettre de suivre l'évolution de la santé de mon patient et de pouvoir ajuster s'il y en a besoin. Si on va un tout petit peu plus loin et qu'on parle de 2 types de documents très importants dans la prise en charge des patients, le volet de synthèse médicale et les comptes rendus de laboratoire. On revient dessus 2 secondes parce qu'on est allé beaucoup plus loin dans l'intégration des normes et des standards pour ces 2 documents-là. L'objectif, quand on se les partage entre professionnels de santé, c'est que l'information, elle rentre dans la bonne case dans mon logiciel. Et l'objectif, encore une fois, derrière, c'est de pouvoir suivre l'évolution de la santé de mon patient et de pouvoir ajuster en tant que médecin son traitement s'il y en a besoin. Donc finalement, c'est d'assurer un gain de temps, une sécurité avec l'identitovigilance. Je n'ai pas, moi, d'action manuelle supplémentaire à faire. Ça m'apporte une sécurité supplémentaire et une meilleure prise en charge de mes patients. Jean-Michel, un exemple d'usage? C'est pas de la science-fiction, on va se projeter, je dirais, dans un avenir que j'espère le plus proche possible. Dans mon espace santé, il y a une partie médicale. Imaginons que pour un patient, on a son volet de synthèse médicale, l'historique des remboursements, c'est un résident d'EHPAD, il y a sa grille GIR, il y a ses directives anticipées. Voilà, on a ces éléments-là qui sont dans le dossier du patient. Il est 3 heures du matin, le résident d'EHPAD fait un malaise, l'aide-soignante appelle le 15 en panique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On envoie un véhicule pompier ou voilà le SMUR pour s'en occuper. Si le régulateur du SAMU a accès au volet de synthèse médicale du patient, à l'historique des remboursements, il sait ce que le patient reçoit comme traitement, à ses directives anticipées, à sa grille GIR, il va pouvoir, je dirais, motiver ou documenter sa prise de décision. Et un autre, parce qu'il me paraît essentiel aujourd'hui, de plus en plus de médecins de ville prennent leur retraite sans successeur. Et imaginons ce même patient ou un autre, il n'est pas en EHPAD, qui voit un nouveau médecin. Si je vais sur son dossier et que je peux intégrer en un clic un volet de synthèse médicale structuré et que tout va dans la bonne case, je gagne un temps mais absolument considérable, même par rapport au fait d'avoir le même document avec les mêmes informations sur un format papier. Puisque s'il est sous format papier, il faut que je le ressaisisse. Ça, c'est un cas d'usage qui me paraît majeur et tout à fait fondamental, surtout dans période de difficulté de démographie médicale. Merci. Et il y a un service dont on entend beaucoup parler, Caroline, c'est la e-prescription. Est-ce que, on a eu beaucoup de questions sur ce sujet. Est-ce que ça va changer quelque chose dans la pratique?
Alors, la e-prescription, ça ne change pas la pratique dans la consultation du médecin. Il garde son fonctionnement normal. En revanche, ça apporte 3 bénéfices. Le premier, pour le pharmacien, il va s'assurer que les médicaments qu'il va remettre au patient, ce sont les médicaments qui ont effectivement été prescrits par le professionnel de santé. C'est un bénéfice pour le patient, qui va pouvoir récupérer une ordonnance sur son dossier médical partagé, puisque la e-prescription, c'est aussi l'envoi dans le DMP. Et pour le prescripteur, le médecin, c'est le bénéfice de savoir est-ce que les médicaments que j'ai prescrits ont effectivement été délivrés, et donc s'assurer de l'observance du traitement par le patient. Alors, et j'ajoute effectivement que ça n'est pas la dématérialisation complète de l'ordonnance. Il y a toujours une ordonnance papier avec un QR code imprimé dessus. Bon, chacun aura, je pense, compris les bénéfices d'un parcours de soins numérique. Venons-en au calendrier. Dominique, ce sont des questions effectivement qui reviennent aussi beaucoup. Quelles sont les dates clés importantes ? Alors, les dates clés importantes jusqu'à ce matin, 10h, c'était 10 mai, 15 mai, pardon, pour que les éditeurs référencent leur solution. Voilà, donc il y avait une date limite pour que les éditeurs puissent bénéficier d'un financement jusqu'au 15 mai pour référencer leur solution. Ensuite, il y avait deuxième date qui était le 15 juillet pour que les professionnels de santé commandent auprès de leur éditeur la mise à jour de leur logiciel prise en charge par l'État. Donc, 15 mai pour les éditeurs, 15 juillet pour la commande par les professionnels de santé. Et ensuite, 15 octobre pour le déploiement. Avec l'obligation pour les éditeurs à marche forcée de déployer la mise à jour de leur logiciel jusqu'au 15 octobre. Ce matin, à la demande des éditeurs, Dany, un petit délai d'1 mois supplémentaire a été donné jusqu'au 15 juin pour les éditeurs, mais pour l'instant, en tout cas, on demande aux professionnels de santé d'essayer d'accélérer les choses, et ils ont jusqu'au 15 juillet pour commander auprès de leur éditeur la mise à jour du Ségur. C'est important parce qu'en fait, c'est une énorme machine, le Ségur. Il faut se rendre compte que pour que ça marche, il faut qu'on fasse à la fois évoluer les logiciels des médecins, des professionnels de santé, des biologistes, des radiologues de l'hôpital. Donc s'il y a un métier qui prend du retard par rapport aux autres, en fait, dans le parcours de soins, il y aura des ruptures. Donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment à tambour battant de maintenir un calendrier ambitieux. C'est vrai. Jean-Michel, au-delà de la prise en charge de la prestation Ségur, et Dominique l'a dit, il y a aussi eu de nouveaux modes de rémunération, on peut dire ça comme ça, dans l'avenant 9 de la convention médicale. Hein. Tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'entends les délais. Il est certain que si la version Ségur du logiciel métier, c'est en gros la précédente améliorée qui intègre l'INS, qui intègre parfaitement mon espace santé, parce que maintenant on parle de mon espace santé, qui intègre parfaitement la messagerie sécurité de santé, qui s'interface éventuellement avec des outils régionaux, qui fait tout ça, et sans surcoût pour le médecin, ce qui est quand même tout à fait fondamental, et ça a été dit. Je dirais, pourquoi pas, oui, il faut y aller, hein, si vraiment ça. Le deuxième point de l'avenant 9, alors ça valide après, bien sûr, le forfait structure, si j'ai bien compris, c'est des choses qui sont assez complexes, mais voilà, vous avez un logiciel labellisé Ségur, et bien c'est bon. De la même façon qu'il faut avoir une version du lecteur de carte CPS, etc., on aura une version du logiciel métier. Ensuite, alors c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur, c'est le volet de synthèse médicale. Je dis depuis très longtemps que s'il n'est pas structuré en texte libre, il est d'un fort usage pour le patient, parce que toute l'information y est, mais de peu d'usage sur le plan informatique, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut récupérer qu'une feuille et pas vraiment réintégrer chaque élément. S'il est structuré niveau 3, ça veut dire que chaque élément, je ne vais pas rentrer dans les détails, je veux dire, est choisi dans un répertoire, mais de façon extrêmement simple et rapide. Ça demande du temps. Dans l'avenant 9, l'alimentation de mon espace santé par des volets de synthèse médicaux, qu'ils soient structurés ou non structurés, est valorisée de façon forfaitaire. Si on les structure, c'est un petit peu plus. On a une échéance, je crois que les calculs sont faits pour les objectifs au 30 juin 2023, et ce serait une somme qui est en fonction un petit peu de la patientèle du médecin.
qui est de l'ordre de, je sais pas moi, 1500 € si 50% des dossiers sont alimentés et plus de 3000 si c'est 90%, avec au prorata un petit peu toute la patientèle. C'est un petit peu compliqué, mais voilà. On a une valorisation de cet effort des professionnels de constituer, mais de façon très simple. Si c'est compliqué, de toute façon, ça sera pas possible, quoi. Donc, ce volet de synthèse et de le mettre en partage sur mon espace santé pour qu'il soit, et ça c'est essentiel, disponible et consultable par les structures. Et je répète que la rupture de soins est souvent l'entrée en hospitalisation. Oui, au final, tout cumulé, hein, c'est un peu plus de 5 000 € supplémentaires, les indicateurs nouveaux qui sont apparus dans l'avenant 9. Alors Caroline, qu'est-ce qui est prévu côté CGDIM? Parce qu'on l'a vu, hein, le financement, la prise en charge, c'est pas que le logiciel, c'est le logiciel et l'accompagnement et le déploiement. Qu'est-ce qui est prévu chez CGDIM? Ouais. Et comment les médecins finalement peuvent passer commande? Alors 2 choses. Chez CGDIM Santé, on s'est organisé pour répondre à ce besoin d'accompagnement. On est en train de préparer, on rendra disponible des vidéos, des tutos, de l'aide en ligne, de la formation et de l'accompagnement, puisqu'on a des équipes qui seront dédiées à l'accompagnement de nos professionnels de santé. Et pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là, c'est ce dont parlait Dominique tout à l'heure, il va falloir que nos clients, nos utilisateurs, signent un bon de commande de manière électronique. Et ce bon de commande, ils vont le recevoir par email. Donc c'est simple, il y a un bouton, on clique sur signer électroniquement et le bon de commande est signé. C'est un document qui est contractuel et obligatoire. Et qui nous permet, nous, de montrer notre engagement à accompagner nos clients dans la prise en main de la solution compatible Ma Santé 2022, puisque comme vous le disiez, docteur Lemaître, c'est l'usage derrière, donc vous accompagnez dans l'usage et dans la prise en main de cette version. Alors, un petit complément, je précise que pour les maisons de santé et les centres de santé, vous ne recevrez pas d'email électronique, vous serez contacté directement par les équipes parce que la procédure est un peu différente. C'est un bon de commande lié à la structure et non pas aux professionnels de santé. Merci à vous tous, en tout cas, de vos éclairages d'experts. On va maintenant passer aux questions. Et la première question qui a été posée et qui est revenue souvent, hein, c'est: j'utilise ApiCrypt, est-ce que son intégration directe est prévue dans mon logiciel grâce au Ségur? Alors, ça peut être un sujet un peu complexe. Est-ce que Caroline, tu peux en quelques mots, nous dire est-ce que oui, l'intégration d'ApiCrypt est prévue dans nos logiciels? Oui. Alors effectivement, on prévoit d'intégrer ApiCrypt dans nos logiciels, oui. Et ça va venir dans les mois à venir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, on en a parlé, il y a une notion de normes, d'interopérabilité, et il y en a une qui existe aujourd'hui et que nous, CGDIM, on a décidé d'intégrer. C'est une norme qui a été éditée par l'Agence du numérique en santé. Et aujourd'hui, l'opérateur de messagerie sécurisée qui respecte cette norme, c'est Mailize. Et Mailize, c'est une messagerie sécurisée qui est gratuite et qu'on vous recommande d'utiliser d'ici à ce que votre messagerie préférée soit intégrée dans nos solutions en respectant ces normes dans le cadre de l'interopérabilité. Alors, je sais, Dominique, qu'il y a des travaux en cours sur la MSS et notamment l'interopérabilité opposable aux opérateurs de messagerie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot sur les échéances? Pour être très clair, en fait, ApiCrypt V1, c'est-à-dire la version actuelle et V1 d'ApiCrypt, n'est pas compatible avec le cahier des charges du Ségur, n'est pas compatible avec les exigences de l'État. Donc ApiCrypt doit faire migrer la version en V2 pour qu'elle soit compatible au cahier des charges de l'État. On ne peut pas avoir chacun qui fait sa messagerie, les messageries qui ne se causent pas entre elles. C'est comme ça qu'on a fragmenté la e-santé en France depuis 20 ans. Donc maintenant, tout le monde doit respecter le même cahier des charges. Donc, dès lors que ces opérateurs de messagerie, ApiCrypt, Lifun, Medimail, Mailize, bon, il y en a beaucoup d'opérateurs de messagerie. Dès lors qu'ils respectent ce cadre-là, en fait, ce qu'on a essayé de standardiser, et ça sera fait d'ici la fin de l'année,
on va standardiser la façon dont n'importe quel logiciel de cabinet de ville intègre n'importe quelle messagerie à l'intérieur du logiciel. Et c'est ça qui manquait vraiment, puisque chaque fois qu'il y avait un opérateur de messagerie différent, c'était juste l'enfer pour des éditeurs comme CGDIM, puisqu'il fallait chaque fois faire des développements spécifiques pour intégrer telle ou telle messagerie. Donc ça, on s'est entendu avec les opérateurs de messagerie, ils vont recevoir un financement pour tous se mettre aux normes. Et ça sera cadré d'ici la fin de l'année. Jean-Michel, vous voulez répondre? Oui, je voulais compléter. Enfin, pour la médecine de ville, l'exigence, elle est, et puis c'est vraiment une exigence, elle est simple et claire. Il y a une seule boîte aux lettres sur notre logiciel métier dans lequel je reçois tout, comme à la maison, pour les courriers. C'est-à-dire, je reçois les colis, les lettres, d'où que ça vienne, de l'étranger, etc. Tout dans la même boîte aux lettres. Et je lis le document, et puisqu'il est normé, et après l'avoir lu, je mets intégré, et il va dans le bon dossier, dans la bonne case. Si c'est de la biologie, tous les résultats vont s'intégrer dans leur bonne case, pouvoir me faire des jolies courbes, etc., pour pouvoir suivre la clairance de la créatinine, etc., etc. C'est du pratico-pratique, mais l'exigence, là, elle est très forte. Caroline, une question suivante, pardon. Je l'attendais affichée à l'écran, mais c'est pas grave, je vais essayer de la poser. Comment va se passer l'installation? Eh bien, écoutez, très bien, et il n'y a pas de changement dans la manière dont les mises à jour se font aujourd'hui. Donc, pas de changement pour nos clients. On a une question du docteur Coquet. Est-ce que les exigences Ségur vont vraiment booster le DMP et les échanges en général? On en a déjà parlé, mais peut-être que ou Jean-Michel ou Dominique, vous voulez rebondir sur cette question? Est-ce que ça va vraiment booster? En fait, la question, je pense, derrière, c'est est-ce qu'on ne refait pas un DMP qui, finalement, au bout de 10, 15, presque 20 ans, est considéré comme un échec? Alors, je veux bien répondre, donner une réponse. Il faut bien savoir que les patients, notamment les personnes âgées, sont extrêmement demandeurs, les patients, de ne pas avoir à répéter à l'anesthésiste, aux urgences de l'hôpital, aux spécialistes cardiologues et tout ça, leurs antécédents, parce qu'il y en a beaucoup, c'est compliqué, ils savent plus trop, etc. Donc ils sont très très demandeurs. Je pense que le Ségur peut relancer le DMP en ce sens que j'ai parlé tout à l'heure de synchronisation, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut qu'en même temps, tout le monde alimente et lise, et que ce qu'on vient d'alimenter puisse être lu dans la seconde qui suit et vice-versa dans tous les sens. Je veux bien faire une prescription un peu structurée pour le biologiste, mais à l'instant même où le résultat de biologie est validé, je veux le recevoir dans ma boîte aux lettres, etc., etc. Et si ça devient fluide, fonctionne bien, je pense que les professionnels y adhéreront, et donc adhéreront au DMP. La MSS, j'ai aucun doute. Si ça fait ce que j'ai décrit tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Le DMP, c'est vraiment ça. Il a un passé, etc. C'est pas grave. Si le volet de synthèse, il est facile à faire, partager. Mettre dans le DMP, c'est comme donner au patient. On peut donner au patient un résumé de son dossier. Ça pose aucun problème métaphysique. Oui. Juste dire que franchir une étape énorme dans l'alimentation du DMP, donc de mon espace santé, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que mon espace santé, il y a le mécanisme qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire une création automatique s'il n'y a pas opposition du patient. Donc pour moi, mes prévisions, on verra ça en juin, on va passer en gros de 10 millions de DMP ouverts en 15 ans à mon avis, entre 60 et 65 millions de mon espace santé ouverts en 3 mois. C'est comme ça, c'est ça les ordres de grandeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans le cahier des charges Ségur, ce qui est défini pour tous les acteurs de santé, c'est un principe d'alimentation systématique et automatique sans clic du DMP. Donc en fait, de manière générale, moi je le vois, ça y est, ça a été fait dans ma clinique, automatiquement, sans se poser de questions, les comptes rendus d'hospice, les ordonnances de sortie, les courriers clés, les résultats clés en cours d'hospice, ils sont envoyés automatiquement. Donc dans le DMP. Donc, quand tout ça va être fait à grande échelle, les ordres de grandeur qu'on a en tête, c'est qu'on va passer à peu près de 20 millions de documents échangés aujourd'hui par an dans le DMP, mis dans le DMP à peu près entre 250 et 300 millions à horizon, on va dire 18 mois. Donc, on pense qu'on va prendre assez rapidement un facteur 10 et les premiers débuts de courbe sur les territoires pilotes de mon espace santé suivent cette courbe exponentielle. Voilà.
Merci. Alors, le temps passe. On va prendre les 2 dernières questions. Caroline, quand le DMP et la MSS seront intégrés dans mon logiciel? Eh bien, bonne nouvelle, c'est déjà le cas. Donc, si la personne qui a posé cette question ne les a pas, peut-être qu'il n'a pas la version complète de son logiciel. Et dans ces cas-là, je pourrais conseiller de se rapprocher du commercial pour qu'il puisse l'obtenir. Ok. Et ça, je pense que c'est plutôt une question, ça sera la dernière et la conclusion pour Dominique. Toutes ces nouveautés vont-elles être mises en œuvre d'un seul coup? Doit-on contacter nos correspondants labo? Va-t-on toujours recevoir nos résultats en H'? Bon, ce que je sens dans cette question, c'est la crainte du grand soir où on arrive un lundi matin à son cabinet et puis rien ne ressemble à ce que j'avais la semaine dernière. Vous avez compris qu'il y a une volonté de volontarisme, donc d'essayer de quand même faire bouger les choses à grande échelle et dans des délais courts, ça c'est clair. Bon, on n'est pas fou. On a prévu évidemment le maintien pendant un certain temps des interfaces actuelles. Vous parlez d'H', vous parlez de l'alimentation avec les anciens connecteurs ODMP, tout ça, on va les maintenir un certain temps. Mais si on veut vraiment arriver à ce que le docteur Lemaître expliquait, c'est-à-dire voilà, ce partage fluide et sécurisé des données de santé pour que ça simplifie la vie aux médecins, il faut aussi qu'on soit en capacité maintenant d'avancer collectivement et tous ensemble dans tous les secteurs d'activité du domaine de la santé et de façon assez volontaire. Et donc, on essaie de tenir quand même voilà, cette espèce de volontarisme pour que tout le monde bouge dans le même sens. Parce qu'imaginez que les hôpitaux mettent 5 ans à modifier leur logiciel, vous n'aurez jamais le compte rendu d'hospitalisation. Donc, on met la pression à tout le monde pour avancer, parce que si on y arrive, collectivement, franchement, on sera tous gagnants, et à commencer par le patient lui-même. Merci. Il est 13h45 passé, nous allons prendre congé. Je voulais juste préciser aussi que ça faisait partie des questions, mais je l'anticipe. Tous nos logiciels seront bien référencés Ségur, c'est notre objectif dans les semaines qui viennent. Peut-être pas tous dans le même temps, mais en tout cas, tous les logiciels qui sont encore supportés chez CGDIM, MLM, Crossway, Mediclick et Medimust seront bien référencés Ségur. Voilà. Il y a encore beaucoup de questions, mais c'est vraiment le moment de conclure. Nous nous engageons à y répondre dans nos prochaines communications. Nous allons créer un espace pratique dédié sur notre site internet pour alimenter un sujet de questions-réponses et y mettre beaucoup d'informations, que ce soit pour vous, médecins, mais aussi pour les correspondants des CPAM qui sont là aussi pour vous accompagner. Vous recevrez aussi dans les jours qui viennent un mail avec toutes les informations utiles. Il me reste à remercier nos invités, Dominique à Toulouse, Jean-Michel ici, Caroline. Et au nom de toutes les équipes CGDIM, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.